Bienvenue sur Odile. On est réunis ce soir pour une nouvelle formule de notre débat à vrai dire. Alors jusqu'à présent on le faisait en plateau, dans nos locaux à Mont-Soleil-Mines. Aujourd'hui on est sorti dans la rue parce qu'on s'est dit c'est la rentrée, on innove et puis on va vers une forme de débat de proximité. Bon, c'est pas gagné parce que donner la parole c'est une chose, que les gens acceptent de la prendre c'en est une autre, mais on va y arriver. On a pas mal d'intervenants ce soir qui s'étaient engagés à venir participer à ce débat avec nous. Bon, ils sont pas venus. On va essayer de faire quand même ce débat parce qu'on vous l'avait annoncé et puis j'espère que ça va bien se passer. Alors aujourd'hui, on a choisi un sujet qui est parfois un peu clivant. On a choisi de parler de la question de l'accueil des migrants sur le territoire. Donc c'est parfois une menace pour certains, parfois plutôt considéré comme une responsabilité collective. En tout cas, on vous donne la parole. Aujourd'hui, on la donnera d'autres mardis au mois de septembre. On espère que vous serez plus nombreux. Et puis, on va y aller. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà quelque chose à dire ? Je sais pas. Je vais me tourner vers le public. Bonsoir à tous. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole déjà sur ce sujet de l'accueil des migrants ? Alors, c'est pas les migrants, c'est quel accueil on leur réserve. Quel accueil on leur réserve en France ? Quel accueil on leur réserve en Europe ? Quel accueil on leur réserve ici, par exemple, à Mont-Soleil-Mines ou en Saône-et-Loire ? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet ? Est-ce qu'ils sont bien accueillis, ces migrants ? Est-ce qu'ils sont... Non, on me dit non par là-bas. Je sais que parmi vous, certaines personnes font partie d'associations. Est-ce qu'on peut faire un petit point déjà pour lever un petit peu les fantasmes autour de tout ça ? Je t'en prie. Il y a une petite croix là, on lui dit de se mettre là sur la petite croix. Viens avec moi. Regarde, la caméra est là. Vas-y. Claire, c'est ça ? Oui, je suis Claire. Alors, je vais faire quelque chose de mal. Je ne vais pas répondre vraiment à ta question. Je vais d'abord expliquer ce qu'on appelle migrant, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet-là. En fait, on ne devrait pas dire forcément l'accueil des migrants, parce que les migrants, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. On est migrant quand on quitte un pays pour aller habiter dans un autre. Donc, à la rigueur, un Américain qui vient rejoindre l'amour de sa vie parce qu'il a rencontré une Française pendant les vacances et qui vient habiter à Mont-Soleil-Mines, il est migrant. Je pense que c'est pas de l'accueil de cet Américain dont vous parlez. On peut être migrant si on a habité 10 ans en Allemagne, par exemple, et qu'on revient vivre en France. Après, il y a une autre catégorie de migrants qui quittent leur pays pour des raisons économiques, politiques. Et donc là, ces personnes vont demander l'asile en quelque sorte. Elles vont fuir leur pays plus que le quitter. Et elles vont fuir leur pays pour essayer d'avoir une vie meilleure ailleurs, que ce soit pour des raisons, donc on parle de migrants économiques ou de migrants suite à des guerres ou à des persécutions politiques. Voilà. Oh. Il y a un petit problème de son, non ? C'est bon ? Non, je crois que tout le monde nous entend. Hein. Voilà. Et donc ensuite, ces personnes demandent l'asile en France, demandent à être accueillies en France, demandent à être, à avoir l'asile. Et quand l'État français leur accorde l'asile, ces personnes deviennent des réfugiés. Donc c'est vrai, c'est bien de bien distinguer. Est-ce qu'on parle de l'accueil des réfugiés ? Est-ce qu'on parle de l'accueil des migrants ? Parce qu'il y a beaucoup de migrants qui n'ont pas le statut de réfugié, à qui on ne donne pas l'autorisation de rester, qui, eux, ne peuvent pas faire autrement de rester parce qu'ils ne se voient pas retourner chez eux. C'est peut-être de cet accueil... on peut parler de l'accueil des deux, des migrants qui demandent l'asile et de ceux à qui on a refusé l'asile. Alors, est-ce qu'on les accueille bien, ces personnes qui viennent demander l'asile ? Alors, je ne vais pas être toute seule à parler. Je pense qu'il y a des associations qui pourront répondre. En fait, il y a 2 temps dans l'accueil. Il y a un accueil qui est assez bien organisé par l'État français, qui a une plateforme un peu dans différentes villes de France. En Saône-et-Loire, c'est à Mâcon. Après, d'autres pourront me corriger ou compléter si j'oublie des choses. Et qui est organisé par l'État, c'est ce qu'on appelle les CADA. Et des associations relais s'occupent de cet accueil. Ils s'occupent de recueillir les témoignages des personnes, de recueillir leur demande d'asile, de l'instruire. Et ensuite, la préfecture va donner une réponse positive ou négative à cette demande.
Si la réponse est négative, le demandeur d'asile a le droit de faire appel. Donc ça, c'est aussi une des qualités de la justice française, c'est d'autoriser à faire appel. Une fois que la demande a été à nouveau refusée, là, la personne, si l'État refuse à nouveau, la personne est censée retourner chez elle. Donc, si elle ne peut pas avoir le statut de réfugié, elle est censée retourner chez elle. Et c'est là que, la plupart du temps, les migrants ne pouvant pas retourner chez eux parce qu'ils sont menacés, parce qu'ils ont une trop grande misère, restent et ont d'autres recours, d'autres possibilités, mais ce n'est plus l'État qui va s'en occuper. Et c'est là qu'il y a un grand nombre d'associations qui essayent de prendre le relais. Et c'est très diversement fait à travers les différentes régions, sachant qu'à Montceau-les-Mines, on n'a pas une pression équivalente à celle du nord de la France avec les migrants qui veulent aller en Angleterre ou à Paris, etc. Donc l'accueil à Montceau-les-Mines, il est fait par diverses associations, mais je peux peut-être passer le relais à d'autres personnes pour parler de cet accueil sur Montceau-les-Mines. Merci Claire pour cet éclairage. Quelqu'un veut réagir par ici ? Nous en dire plus éventuellement sur le sujet et peut-être encore un point technique s'il y a besoin, ou nous parler spécifiquement de ce qui se passe sur le territoire ? Vous m'avez expliqué tout à l'heure, vous étiez engagé auprès d'une association ici. Vous l'êtes plus aujourd'hui, mais peut-être en tant que citoyenne, vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous savez. Est-ce que dans les faits, parce qu'on nous dit souvent, voilà, les migrants, ils viennent prendre la place des gens qui cherchent un emploi sur le territoire. Est-ce que c'est une réalité, ça ? Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux pour remplir tous les postes à couvrir, ou c'est quoi la réalité de ça ? En fait, les publics migrants ne peuvent pas prendre la place des Français puisqu'ils n'ont pas de situation administrative légale. Aujourd'hui, je voulais signaler, le migrant n'est pas là souvent par choix. Pour avoir travaillé avec des jeunes migrants et donc qui ont eu le statut de réfugié, comme Madame l'a bien expliqué après, moi je travaillais surtout avec les publics jeunes réfugiés, où eux ont une autorisation de travail. Mais oui, ce que je voulais dire par là, c'est que ces jeunes n'ont pas demandé à être chez nous. Et je trouve que c'est important d'en avoir conscience parce que souvent ils partent jeunes de leur pays. Ils transitent par pas mal de pays justement où où on peut abuser d'eux dans tous les sens du terme. Et donc ils arrivent chez nous un petit peu fracassés. Et de savoir qu'il y ait des gens, des associations qui les prennent par la main, je pense que si on était à leur place, c'est quelque chose qu'on apprécierait bien. Aujourd'hui, les publics, les jeunes, les personnes réfugiées peuvent avoir accès à l'emploi, bien évidemment. Et je pense pas qu'ils puissent prendre le travail des Français, ou alors je pense que c'est plutôt des travails qui sont un peu pas forcément prisés par nous Français. Et quand ils arrivent sur le territoire, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ils ont droit concrètement comme condition pour pouvoir survivre ? Ils ont droit à des allocations, ils ont droit à quelque chose de particulier, ou ils sont livrés à eux-mêmes et aux bonnes volontés des associations et des gens qui œuvrent dans ce sens-là ? Après, tous les jeunes qui sont demandeurs d'asile et qui sont en CADA ont une allocation qui s'appelle l'ADA, l'aide pour les demandeurs d'asile. Après, quand ils sont réfugiés, ils n'ont plus financièrement, ils n'ont plus rien. Alors quand vous dites donc ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas été en fait estampillés, validés comme étant autorisés à rester sur le territoire, donc à travailler, ils ont droit à une allocation. Et puis une fois que leur statut a été validé, ils n'ont plus droit à rien. Donc ils doivent se rapprocher de nos organismes pour avoir l'accès à l'emploi ou bien des prestations familiales. Voilà. Merci. Ben, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir de ton côté ? Quelqu'un veut nous en dire plus ? On a plein de problèmes. On a des problèmes de son, ça sort pas dans les enceintes. Mais ça enregistre ? Oui, apparemment ça enregistre, ça sort pas dans les enceintes simplement. Attends Ben, il y a encore quelque chose de ce côté-là, je suis désolée. Après, là où ça peut être un petit peu ennuyeux, pour moi qui ai eu des exemples de personnes que j'ai accompagnées, je parlais notamment d'un jeune qui est arrivé ici, qui a pu faire un apprentissage en boulangerie
Il avait effectivement une carte de résident, de travailleur apprenti. Quand son apprentissage s'est terminé, donc il a été formé ici, sur notre territoire, au CIFA de Mercurey. Il était investi dans des associations ici, sur le territoire. Il a aussi pu passer son permis de conduire via le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Et dès qu'il a terminé son contrat d'apprentissage, on lui a refusé ses documents administratifs. Or, il avait trouvé un CDI pas très loin, dans une structure, dans une boulangerie. Et il n'y a rien qui a suivi derrière. Et c'est là où c'est un petit peu dommage. Donc on s'est battu, beaucoup de personnes et moi, et le jeune notamment, pour qu'administrativement, on puisse laisser une chance à ce jeune qui a été formé ici. C'est un peu absurde du coup, ça veut dire que l'État participe à leur intégration en leur proposant des formations, en finançant des formations, une aide au permis, ce genre de choses, et derrière on leur refuse la possibilité de mettre en application ces formations. Voilà, c'est ça. Soit on refuse, ou alors on laisse traîner, ou alors on met le jeune en difficulté, qui fait qu'il s'est retrouvé en OQTF. On appelle ça obligation de quitter le territoire français. Et je trouve ça pas normal de former nos jeunes, de former des jeunes, de les laisser s'impliquer dans des associations et de leur dire au bout d'un moment, tant pis, administrativement ça pourra pas se faire parce que c'est dommage. Heureusement, on a eu un côté positif à cette histoire. Le jeune est aujourd'hui en emploi et en CDI. Merci. Alors, moi, je vais donner la parole puisque on a eu des mauvaises surprises de ne pas pouvoir accueillir des intervenants qui devaient venir nous aider. Mais on a de bonnes surprises et il y a des gens qui veulent prendre la parole et nous lire des textes. Alors, je vais donner la parole à Marie-Claude de la compagnie Golmus qui va apparemment s'installer sur le canapé. Je vais vous aider, Marie-Claude, peut-être. Non. Hop. Je viens m'asseoir près de vous. Qui va nous lire un texte d'un auteur dont je me... Non, c'est un poème de Mahmoud, un demandeur d'asile, qui nous raconte son parcours par ce poème. Très bien, alors à vous Marie-Claude. Ils sont venus la nuit, comme viennent les loups. Ils sont venus sans bruit, m'arracher à l'enfance. J'entends leurs pas, j'entends leur voix. Des mains me prennent qui me poussent au dehors. Cours, mon enfant, cours sans te retourner. Les cris de ma mère, les coups de feu, cette brûlure dans ma jambe, le goût du sang. Cours, mon enfant. Ce fut sa dernière prière. 3 jours et 3 nuits à errer sans comprendre. La forêt, le retour vers la maison détruite, les corps mutilés, leur silence pour toujours. Et cet unique cri en moi, pourquoi ? Pourquoi ? On m'a mis dans un bateau pour fuir la terre que j'aimais. Je ne comprenais rien. Je me laissais arracher, déporter, balloter, avec ma blessure pour toute preuve de vie. On m'a appris un mot à dire en arrivant. Asile. J'ai rencontré Aimé qui m'a pris sous son aile. Lui aussi avait fui la terre qu'il a portée. Ni par envie, ni pour l'aventure. La misère tue les siens aussi sûrement que des balles. Les mois ont passé entre espoir et cauchemar. Trouver les mots pour dire mon histoire. Mes parents n'étaient pas des militants, victimes seulement de la haine ordinaire. J'ai appris, travaillé, répondu, souri, aimé, espéré. Mais le marteau est retombé, rejeté. Je ne comprends pas, il y a erreur forcément. Rejeté, cet homme n'est pas en danger. Rejeté, je demandais tant, et si peu pourtant. Rejeté, mais on peut vous aider à repartir vers l'enfer. Rejeté, ça ne vaut pas cher la vie d'un homme. Rejeté, alors, ils vont venir la nuit, comme viennent les loups.
Ils vont venir sans bruit, m'arracher à cette vie. Déjà, j'entends leurs pas, j'entends leur voix. Leurs mains me prennent et me rejettent au dehors. Pourquoi ? Pourquoi ? Mahmoud. Merci. Merci Marie-Claude. Alors, ça recommence. Non, ça veut pas partir. Ok, moi je voudrais qu'on parle un petit peu, le micro on l'utilise toujours parce que ça enregistre, vous l'aurez compris. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement de tous ces fantasmes qui entourent cette question. Tout à l'heure on parlait du travail, on parlait de gens comme depuis bien longtemps avec les immigrés qui viennent faire le travail qu'on ne veut plus faire ici, et tous ces fantasmes aussi qu'on appelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux grand remplacement, cette peur du déclassement de la population. Pourquoi est-ce que ici on tremble tellement sur nos positions qu'on a peur d'accueillir quelqu'un d'autre? Quelqu'un veut réagir sur cette question? Carole J'accueille Carole. Tu peux réagir là-bas ou ici, comme tu veux. Il changera la caméra. Ah oui. Bon, avance jusqu'à la croix. Là, il faut que j'avance. Voilà. Bonjour. Alors, c'est un petit peu pour compléter, madame, et par rapport à ce que tu dis. Donc déjà, on a dit quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et l'autorisation de travail arrive seulement s'ils obtiennent un statut, effectivement, mais pour la grande majorité, ils n'auront pas ce statut de réfugié. Donc, ils n'auront pas le droit de travailler. Moi, là, je suis avec d'autres personnes de Réseau Éducation Sans Frontières. On a certaines familles qu'on accompagne depuis plus de 5 ans, 6 ans, et elles n'ont toujours pas le droit de travailler. Certaines, c'est au-delà des 6 ans. Et c'est des personnes qui pouvaient avoir, en plus, des métiers dits en tension chez nous. Donc, on ne comprend pas. On a des cuisiniers, on a des soudeurs, etc. Et même quand ils trouvent une promesse d'embauche, le préfet ne va pas forcément leur délivrer une autorisation de travail. Donc déjà, effectivement, il n'y a pas de grand remplacement parce que tout simplement, ils n'ont pas le droit de travailler. Et même dans des secteurs en tension, on ne leur donne pas l'autorisation. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve vraiment absurdes parce que la dame avait donné l'exemple de quelqu'un en boulangerie. Nous, on a un jeune qu'on a accompagné sur Montchanin. Il a eu plus de 2 ans une promesse d'embauche en restauration avant d'avoir le droit de travailler. Donc maintenant, il travaille, tout se passe bien, il est chez son patron, mais pendant plus de 2 ans, cette personne, en fait, était illégalement ici et toujours sous l'obligation de quitter le territoire, donc toujours dans la peur d'être embarqué un matin par la police, avec l'histoire que Marie-Claude a racontée. Ce sont des jeunes, s'ils arrivent à 15-16 ans, la plupart n'ont plus de famille. Donc, on en a déjà renvoyé. Et ceux qui sont renvoyés au pays, on n'a pas de leurs nouvelles. Donc, on ne sait pas où ils sont et qui ils ont retrouvés là-bas ou comment ça s'est passé pour eux. Bon. Et qu'est-ce que... Alors j'ai une autre question. Qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à, justement, à travers cette peur encore, qu'est-ce qui fait qu'on a tendance à perdre notre humanité, à perdre notre capacité à nous émouvoir et à être empathique par rapport à ces populations? À ton avis, Carole? Moi, je n'ai pas la réponse. Et je pense que la plupart des gens qui sont intéressés par le sujet n'ont pas la réponse. N'importe qui dans nos associations, en découvrant les histoires de vie des gens, a tout de suite envie de les aider. Donc il faudrait plutôt demander aux gens qui ont peur d'eux pourquoi ils ont peur d'eux. Moi je n'ai pas la réponse. Moi, j'en ai pas peur, on les accueille volontiers. Est-ce que quelqu'un a la réponse ou veut essayer de donner une réponse, apporter une réponse à ça? Oui. Ouais. Nicolas. Moi, je pense que cette peur, en fait, elle est la conséquence de 2 éléments. Le premier élément, c'est que, en fait, ces migrants sont utilisés, sont instrumentalisés aussi dans les discours politiques. Et on préfère, bien entendu, pointer du doigt la différence plutôt que d'intégrer ces populations. Donc moi, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on préfère vivre chez soi. Parce que le lien social, d'une manière générale, se délite complètement en France et notamment en Occident, parce qu'on est beaucoup plus accaparé à avoir le dernier modèle de la télé ou le dernier modèle du téléphone ou
ou avoir 1500 amis sur Facebook et puis à pas regarder la personne à côté. Donc je pense que ces deux éléments portés par le politique et à la fois finalement qui est aussi un reflet de la société dans laquelle on vit, fait qu'on aime pointer ces personnes-là, on aime pointer la différence et puis ça marche parce qu'on est dans l'affectif et on joue sur ces cordes-là qui sont à mon avis dangereuses. Voilà, je sais pas, c'était deux petites réflexions comme ça, mais... Merci Nicolas. Quelqu'un d'autre ? Je vois qu'on a la chance d'avoir Madame Jarraud, maire de Montceau-les-Mines, accompagnée aussi de Amélie Gulam-Nabi, qui est adjointe déléguée à la jeunesse. Est-ce que l'une d'entre vous voudrait s'exprimer ? Ben, je vous invite à aller sur le canapé, Madame Jarraud, et on va vous interroger. Ouais, venir ensemble. Vous avez déjà pris place une fois, et on y est bien installé, oui. N'est-ce pas ? Je vous laisse prendre ce micro. Déjà, bonjour, et puis merci de votre participation, parce que comme on l'a annoncé au début de ce débat, on avait demandé un engagement de la part de certaines personnes. Alors c'est compliqué de prendre du temps, comme le disait Nicolas auparavant. C'est compliqué de prendre le temps de discuter de ce genre de sujet, d'accepter de le faire en public aussi, de prendre cette parole-là. On avait une question, alors ça tombe bien, je vais pouvoir vous la poser. C'est comment on fait sur un territoire comme celui de Monceau pour mettre en place une politique d'accueil, notamment en connaissant l'espèce de radicalisation des opinions aussi. On a à la fois les gens qui s'engagent très fort, qui mènent un engagement quotidien permanent auprès d'associations ou à titre personnel pour apporter de l'aide. Et puis on a aussi des détracteurs ou des gens qui peuvent s'y opposer violemment. Comment on fait pour mettre en place une politique d'accueil sur un territoire comme celui de Montceau-les-Mines ? Je voudrais dire, pour rebondir à votre propos, que les détracteurs s'opposent d'autant plus violemment qu'ils ne sont pas visibles et qu'ils s'abritent derrière des pseudonymes sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas ce soir pour le moment. Je tiens à le préciser déjà. Alors, à Monceau, je le disais en aparté à Amélie, mais Amélie a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne vais pas parler longtemps. Je le disais en aparté à Amélie, à Monceau, ça n'est pas compliqué dans la mesure où nous avons choisi cet accueil, de le faire. Ça n'est pas compliqué si on le fait avec détermination, organisation et calme. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsque les familles afghanes et syriennes qui sont arrivées il y a maintenant 2-3 ans, facile, 2-3 ans, on avait convoqué la presse, on avait fait beaucoup de choses, eh bien, on aurait lu les pires horreurs sur ces personnes qui arrivaient. Alors, par rapport à ce que disait Madame Bonin, on n'est pas, je ne parle pas de l'accueil des personnes qui arrivent sans papier, avec tous les problèmes que nous essayons ensemble de gérer, chacun à notre place, mais je veux parler des personnes qu'on nous demande d'accueillir. Nous, on a fait un choix avec mon équipe. Je vous arrête juste une seconde. Oui. Quand vous dites qu'on nous demande d'accueillir, qui vous le demande d'accueillir, eh bien, ces personnes ? à un moment, l'État, alors ça fait au moins 2 ans ou 3 ans, l'État m'a sollicité, j'en ai parlé avec mon équipe, pour accueillir des personnes qui arrivaient notamment de Syrie et d'Afghanistan, avec un statut particulier pour les Afghans, supplétifs de l'armée française en danger. Bon, bref, des Syriens. Première sollicitation, et ça, je l'ai dit, et si c'était à refaire, je referais la même chose. On me dit, Madame le maire, il faut que vous accueilliez à partir de demain 24 jeunes Syriens. En fait, ils sont là en transit. Il faut qu'on les trie un peu entre ceux qui vont repartir chez eux, ceux qui vont repartir du pays d'où ils viennent en Europe, et puis ceux qui vont rester. Alors, je dis, écoutez, c'est non, parce que on n'était absolument pas organisé pour accueillir correctement ces personnes. On met pas les gens dans des baraquements.
Hein. Et puis alors on me dit, on va mettre des travailleurs sociaux. Ah oui, d'accord, des travailleurs sociaux, très bien. Mais le samedi et le dimanche, qui est-ce qui va accompagner ces personnes qui arrivent de nulle part? Il faut bien qu'ils se nourrissent, il faut bien qu'ils dorment dans des conditions décentes. Enfin, tout ça, moi j'ai dit non. Ça, ouais, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Alors, du coup, là, j'ai dit, moi, on est en capacité d'accueillir durablement, correctement des familles, parce que nous avons des écoles et que c'est déterminant aussi que les enfants soient scolarisés. Les familles, il y en a qui étaient là tout à l'heure, elles sont là. Et alors, en situation d'urgence, du coup, des gens qui ne sont pas des familles. En situation d'urgence, comment on fait pour pouvoir accueillir alors, je comprends bien ce que vous nous expliquez. C'est déterminant. Ça fait sens, mais pour autant, quelle solution on peut vous donner en cas d'urgence? Comment ça se passe sur le territoire? Je dirais qu'en cas d'urgence, c'est plutôt une relation que nous avons avec RESF, par rapport à des situations d'urgence. Il y en a eu une récemment de situation d'urgence que nous avons évidemment, nous avons accueilli la personne, nous avons un appartement d'urgence, hein, et puis on s'organise avec notamment Carole Bonin, d'autres personnes pour trouver des solutions. Mais on accueille toujours, on ne laisse absolument personne dans la rue. Absolument personne dans la rue. Et quand vous dites on nous demande d'accueillir ces personnes, est-ce qu'on vous donne les conditions financières pour les accueillir? Ou est-ce que c'est pris sur votre budget municipal? Je ne sais pas, pour rentrer dans le détail, on n'est pas obligé de donner des montants. Oui, en ce tout qui cas. me vient à l'esprit, c'est que je vous dirais qu'on n'a jamais pensé par rapport à l'accueil, aux conditions financières. Vous me faites penser à ça, mais j'ai jamais dit vous nous donnez combien. Non, je crois que j'ai jamais prononcé cette phrase. Hein. Oui, il me semble que sur l'accueil, il y avait un accompagnement CAF, peut-être, et puis un accompagnement pour la couverture maladie universelle. Oui, ça, c'est sûr. Et puis après, les associations se sont organisées par rapport à qu'ils aient de la vaisselle pour le repas dans l'appartement, hein, parce qu'ils ont été accueillis dans le cadre d'une convention. Je salue Josiane Bérard qui est ici. Ils ont été accueillis dans le cadre d'une convention avec les bailleurs sociaux aussi. Et depuis, ces personnes-là ont rechangé d'appartement, sont montséliens, quoi. Je vous pose la question parce que c'est souvent des arguments qu'on entend du point de vue des gens qui refusent un peu ou qui sont effrayés par l'accueil des migrants, non pas parce que les conditions financières m'intéressent particulièrement, mais parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a une espèce de peur comme ça d'être privé de l'emploi que notre territoire va pouvoir nous donner, des allocations auxquelles on va pouvoir, pour lesquelles on va pouvoir être allocataire. Alors que, en fait, quand on parlait de situation d'urgence tout à l'heure, il n'y a pas de conditions financières à ce moment-là. Donc, du coup, c'est pour un peu rassurer les gens et un peu mettre des réalités en face des fantasmes. C'est-à-dire que il y a des budgets qui sont quand même prévus pour l'accompagnement, mais pour autant, on ne prend pas de l'argent ou le pain de la bouche du reste de la population pour pouvoir accueillir ces personnes. Mais ça, c'est des propos de la haine, un peu. C'est pas comme ça qu'on construit un vivre ensemble dans une commune petite ou plus grande. Notre responsabilité, les élus et la population, c'est d'accueillir tranquillement, sans opposer un budget à un autre, une somme à une autre. Non, ça, on n'a jamais fonctionné comme ça. Et puis, je veux saluer l'entraide qui règne à Monceau, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui, avec nous, et souvent bien mieux que nous, font les choses. Hein. Nous, on est facilitateurs avec les bailleurs sociaux pour les papiers, mais il y a quand même des associations qui sont extrêmement présentes. C'est une terre ce que j'allais vous de dire, solidarité. C'est pas nouveau qu'on accueille, des populations à Montceau-les-Mines. Non. Du coup, pour conclure, après on va peut-être vous laisser repartir et donner la parole à quelqu'un d'autre. Vous venez de dire quelque chose que je trouve important.
vous avez dit c'est de notre responsabilité. C'est-à-dire que vous considérez que ce n'est pas que la responsabilité de l'État et de ses représentants, ou que celle des individus citoyens, ou que celle des associations. Ce serait un travail commun et facilité le mieux possible qui pourrait permettre d'accueillir ces personnes dans les meilleures conditions ? Oui. Alors, je pense que l'accueil de proximité sur les territoires, chacun assumant ses responsabilités d'accueil, on peut pas avoir un grand nombre de personnes qui vont toutes dans la même ville. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes ne serait-ce que de logement. Si on se répartit l'accueil sur notre territoire, je pense qu'il y a un vrai sens en termes d'intégration et en termes de solidarité très positive. Très positive. Et ça, du coup, ça nécessite des discussions sur l'ensemble du territoire entre les personnes. Mais on les a. D'accord. On les a d'abord avec le préfet, mais on les a aussi avec d'autres maires qui discrètement, mais avec détermination, accueillent. Bon, je vous ai dit que c'était la dernière question, mais j'en ai une dernière, parce que vous de nouveau, vous parlez de discrétion. C'est comme ça que vous avez commencé. Oui. Est-ce que c'est une nécessité d'avoir une notion de confidentialité ou quelque chose comme ça, un peu, alors je dis pas caché, parce que le sens que vous donnez à ça, c'est plus de protéger que de cacher réellement une vérité. Pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Parce que je vous pose cette question-là, parce que ce soir, on a proposé de se réunir pour parler de ce sujet. Ça fait pas foule. Pourquoi on a besoin de marcher comme ça, un peu sur des œufs, avec ce genre de problématique ? C'est pas marcher sur des œufs, c'est éviter d'attiser la haine dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, simplement, on a accueilli, les enfants sont scolarisés. Maintenant, les jeunes, beaucoup d'enfants, enfin, un certain nombre d'enfants ont passé le bac, ils vont à l'université, les parents sont là, tout va bien. Tout va bien, ils ont changé d'appartement, enfin, bon, on peut pas... C'est très bien, c'est très bien. Alors, après, je dis... Et je l'assume, que nous accueillerons encore des populations qui arriveront et qui nous demanderont d'être là. Bien sûr qu'on continuera. On ne s'est jamais construit en refusant du monde. Jamais. Dans la mesure d'avoir les conditions pour les accueillir. Bah oui, les logements, enfin on ne manque pas de logements à Monceau. Hein. On ne manque pas de logements à Monceau. Hein. Voilà. Je vous remercie pour votre participation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Mais je voudrais qu'Amélie... parce oui, on va donner la parole à Amélie. Si elle veut la prendre. Bah, ça y est, maintenant... elle a des idées là-dessus. Beaucoup plus sur les... Quelqu'un veut-il réagir à ce que vient de dire Madame Jarroux ? Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose ? Quelqu'un veut-il passer à autre chose ? Madame, je vous en prie, venez me voir sur la petite croix là. C'est très important. Bonjour. En fait, moi, j'ai une... Enfin, c'est pas une question. Pourquoi on a plusieurs Français qui couchent dehors. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas loin de là. Pourquoi aider les étrangers avant de s'occuper des propres Français, nous ? Donc, allez-y, venez. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? De tous, alors, oui. Déjà, les Français. Il y a plusieurs Français qui couchent dehors et... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Mais alors, merci pour votre question. Vous voulez prendre la parole ? Oui, je veux bien. Après, moi, je ne vais pas faire comme si j'étais experte. Je ne connais pas de chiffres. C'est pas mes études, tout ça. Oui. Moi, je pense que c'est deux problèmes complètement différents. On parle... pour moi, en tout cas, les Français, il y a des problématiques. Les pouvoirs en place veulent aider les gens, ce sera sans différence en fait pour moi, pour les Français ou les non-Français. Les personnes qui sont dans la rue, c'est des situations horribles. Elles sont aidées aussi dans la mesure du possible. C'est sûrement pas assez. Moi, je suis d'accord avec ça. Après, c'est pareil. Il y a des gens qui se battent au quotidien, des pouvoirs publics, des associations, des gens en tant que individus tout simplement. Je pense que c'est pas le même débat. Que de toute façon.
disons du point de vue ne serait-ce que financier, ce sera même pas les mêmes organismes qui vont s'en occuper, les mêmes montants, etc. Donc pour moi, c'est même pas la même question. Par exemple, pour les réfugiés, les exilés, ce sera peut-être même des aides européennes. Donc déjà à partir de là, c'est pas les mêmes. Ensuite, pour moi, la question, en tout cas en tant que moi toute seule, elle se pose même pas en fait. Personnellement, je m'en fous, mais tellement que quelqu'un qui soit dans la rue, il a une carte avec écrit français ou pas. À partir du moment où c'est une misère qui existe, il a rien à faire là. Et un enfant, qui soit français, pas français, qui soit noir, blanc, jaune, orange, je m'en fous. Je pars du principe que la misère, elle a pas de couleur et pas d'identité, pas de nationalité. Et sincèrement, donc comme vous je dites, comprends votre inquiétude. Que les Français soient dehors. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est la misère qui me fait mal. Oui, mais la misère. mais occupez-vous de là avant de vous occuper de faire venir les étrangers. Qui vous dit dire que le travail que les étrangers veulent bien faire le travail qu'on ne veut plus faire déjà. C'est malheureux, mais c'est vrai, hein. Non, moi je suis ASH, je fais le ménage. Je fais du travail pourri aussi parce que c'est difficile aujourd'hui. Ne dites pas non plus que. Non, mais moi je suis consciente de ces choses-là. Simplement en plus, je parle aussi en connaissance de cause. Je vis en dessous du seuil de pauvreté. Je fais un travail dégueulasse l'été pour pouvoir m'offrir une vie meilleure plus tard. Moi aussi. Donc voilà. Et c'est tout à votre honneur. Et je pense les Français galèrent. Il y a beaucoup de misère en France. Et personnellement, elle me fait énormément de mal, mais je pense que ce sont vraiment des champs d'action qui sont pas les mêmes et qui sont chacun dans leur étagère, disons. Et il y a des gens qui s'en occupent. Et à ce moment-là, après, rien ne vous dit qu'en tout cas, du moins individuellement, j'ai essayé, moi, au coin de ma rue, quand j'étais à Paris, d'aider les sans-abri, peut-être français. En fait, vous savez quoi, j'en sais rien, parce que moi, à partir du moment où ils étaient dans la rue, je ne suis pas du tout raciste. C'est pas une question de racisme. C'est pas la question pour moi. Non. Et donc pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Voyez, donc je pense que les personnes qui sont prêtes à aider les réfugiés, les exilés, parce qu'ils ont subi des choses dans leur vie, comme ça, injustes, c'est aussi ceux qui aideront les Français dans la rue. Après ça se discute sûrement, mais je pense que à partir du moment où on a assez d'empathie pour aider quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie, qu'on connaît même pas, avec qui on partage finalement pas grand-chose. C'est pas pour autant que je ne donne pas non plus à. Bien sûr. Voilà. Mais je pense que c'est pas la bonne approche. Après, voilà. Moi, je voulais peut-être pour répondre à ça, on a Claire. Merci. Sixtine. Merci Sixtine. Claire voulait réagir à ça parce que souvent, pour pouvoir mettre. Alors Sixtine nous dit, c'est pas le même débat. Peut-être qu'on a besoin de chiffres en fait pour comprendre. Vous avez pas Claire. Alors on avait demandé à des intervenants de venir ce soir nous donner des chiffres, un point technique qui puisse nous expliquer, peut-être flécher où va l'argent, comment on peut expliquer les conditions d'accueil financièrement des réfugiés, des migrants, des demandeurs d'asile. Mais du coup Claire ne peut pas y répondre. Donc on va peut-être trouver quelqu'un d'autre. Mais Claire, tu voulais réagir ? J'ai encore pas de chiffres parce que j'avais pas préparé spécialement ça. C'est plus dans l'idée de dire, et c'est la suite de ce que disait Sixtine, que pourquoi est-ce qu'il faudrait aider des Français avant qu'est-ce qu'on a de plus ? Pourquoi est-ce qu'un Français devrait être plus aidé qu'un autre ? Voilà, c'est un peu une question. On a eu l'extrême chance de naître 5 cm d'un côté d'une frontière et quelqu'un d'autre 5 cm d'un autre côté. Qu'est-ce qui légitime sur le vaste monde le fait qu'on serait plus aidé qu'un autre ? Voilà, donc ça, c'est une question. Ils arrivent en France, ils ont donc moyens financiers, ils ont la... Mais ils n'ont pas de moyens financiers. Donc... Vous donnez des aides, puisqu'elle a dit qu'il y a la sécurité sociale. On n'est même pas capable de soigner nous-mêmes. Non, mais... Alors, ils ont, dans un premier temps... Vous êtes d'accord, madame ? En France, tout le monde a l'AME. En France, tout le monde a la CMU. C'est un droit, enfin la CMU dans un certain temps. Après, oui, la CMU. Mais nous, travailleurs, on a la mutuelle, mais on peut même pas, on peut pas soigner. Enfin. Ben non, mais eux non plus. Mais non, si, ils ont. Mais non, ils ont pas plus que les Français. Ça, je peux vous assurer. Ils ont pas plus, mais ils viennent avec 0. On leur donne. Ils ont combien par mois ? Ben, je sais pas, ça dépend des situations. Ils ont plus de 1 000 €. Je sais pas combien. Mais non. Les retraités peuvent pas soigner. Bon, après, c'est un autre. Je vais pas arriver parce que. Un exemple tout simple d'une famille de 3 enfants. Elle a 240 €, 224 € par mois. Oui. Voilà. Il ne faut pas dire après. Alors c'est là, moi c'est là-dessus que je voulais intervenir. C'est que on met beaucoup d'argent
pour des procès, pour des reconduites à la frontière, pour leur mettre des bâtons dans les roues, pour les faire venir à Mâcon, on les emmène au CRA, on les ramène. Ça coûte un fric fou, ils ne rapportent rien. Ces personnes, si elles travaillaient, elles cotiseraient. Or, il y en a beaucoup qui ont des métiers, et là vraiment, on est sur des aberrations sur le bassin minier, mais partout en France, dans des secteurs en tension, le bâtiment, la restauration, les métiers de bouche, où ce sont des personnes qui, soit sont prêtes à se former quand elles sont jeunes, soit parfois viennent. Dans le BTP, il y en a plein qui pourraient bosser, et là, elles cotiseraient, elles ne coûteraient plus rien, elles rapporteraient. Là, le problème, c'est que ces personnes, elles vivent de quoi ? Elles vivent des 220 €. Donc, elles ne vivent pas avec ça. Donc, elles ne vont pas consommer. Donc, forcément, si elles ne consomment pas, ça n'apporte rien à l'économie du bassin. Et après, elles sont aidées. Elles sont aidées par le Secours catholique, elles sont aidées par les Restos du Cœur, elles vont être aidées par la solidarité. Mais ça n'enlève pas, ça n'empêche pas n'importe quel Français qui a droit d'aller au Resto du Cœur. Oui. Et ça n'empêche pas n'importe quel Français d'être aidé aussi par le Secours catholique. Donc, je pense qu'en tout cas, sur le bassin minier, ça n'enlève pas grand-chose. Madame Jarroux, je ne sais pas si elle est encore là, disait qu'il n'y avait personne dans la rue, ni français, ni pas français sur Monceau. Il y a énormément de migrants dans la rue, à Mâcon et dans d'autres villes. Voilà, à Dijon, et puis après, quand on va ailleurs. Nous, on a la chance d'être assez privilégiés, effectivement. On ne sait pas jusque quand. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu dans l'esprit de Sixtine, c'est que c'est souvent un faux débat, ces histoires d'argent, parce qu'effectivement, tant qu'on maintient les personnes dans la précarité, elles vont coûter plus d'argent qu'elles ne rapportent. Moi, j'ai entendu dire, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas, que si vous n'acceptiez pas, je ne sais plus quel nombre d'immigrants, il y avait des aides pour la mairie qui seraient coupées. Donc à savoir, est-ce que c'est vrai ou pas ? Si on n'accepte pas les migrants... Alors, Madame Jarraud nous expliquait que ce n'était pas le cas tout à l'heure. Elle est partie, elle ne peut plus nous répondre, mais c'est ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure. Nicolas, vous vouliez réagir à nouveau ? Merci. Votre prénom ? Beaucoup. Vanessa, merci Vanessa. Non, on parlait un peu d'argent là. On parlait un peu d'argent. Alors, continuons à parler un peu d'argent. Finalement, les crises migratoires sont la conséquence aussi de sociétés complètement déstructurées au niveau économique. Et en France, il y a un engagement qui s'appelle l'APB, qui s'appelle l'aide publique au développement. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le porte-monnaie de l'État français, on en garde une petite part en se disant, on va financer des actions dans les pays du Sud pour qu'ils puissent se développer. On ne respecte pas ces engagements, ni le gouvernement français, ni l'Union européenne. Alors qu'en même temps, les situations de crise des pays du Sud sont également la conséquence. On appelle ça parfois la France-Afrique, on appelle ça des multinationales qui tirent les ficelles des pays et puis qui installent des gouvernements dans ce genre de pays. Donc moi je voudrais quand même dire une chose, la crise migratoire c'est un ensemble de conséquences et quand on voit le niveau de richesse de la France, c'est une vraie réalité. Moi je peux témoigner de ça puisque dans mon travail je voyage beaucoup dans ces pays très pauvres et j'y travaille. Et je peux témoigner là aujourd'hui en vous disant qu'on vit de manière extrêmement privilégiée. On a de l'eau dans nos robinets, on a des écoles gratuites, on a des routes, on a des voitures, on ne risque pas de se faire égorger quand on sort de l'église. Et ça, je voudrais quand même le dire, parce qu'on ne le dit pas. On ne le dit pas, on fait comme si tout le monde vivait comme des Français, et ça c'est faux. On vit de manière privilégiée. Donc, on a un devoir et une nécessité d'accueillir correctement ces personnes-là. Merci. Il y a quelqu'un qui veut réagir de ton côté ? Tout à fait. Ouais, donc voilà, simplement, on était sur les fantasmes, je crois, et on reste sur les fantasmes, beaucoup d'ailleurs. Enfin, on est toujours là-dedans. Et je pense que la meilleure chose pour lutter contre les fantasmes, c'est hyper facile ce que je vais dire, et je prêche pour ma paroisse étant professeur, c'est l'éducation. Donc tout ce dont on vient de parler, justement, c'est des choses qui doivent être au centre et des programmes scolaires et de nos actions. Voilà. Et moi, je fais à ma bien modeste échelle, essaye de faire ça. Et je profite que j'ai le micro pour lancer un appel, s'il vous plaît, à une association ou etc. qui pourrait témoigner
d'accord, devant mes classes de 4e, c'est-à-dire à la fois de leur rôle et de leurs difficultés dans l'accueil, d'accord, de ces élèves, enfin de ces primo-arrivants, là je parle des primo-arrivants, mais également, si possible, un témoignage directement de quelqu'un qui a été accueilli ici, d'un réfugié ou d'une personne. J'avais fait ça il y a quelques années, il y a 3 ans pour être précis, avec quelqu'un qui est sur Monceau, qui s'appelle Afra Alamo, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, qui est une Syrienne avocate des droits de l'homme et qui était venue témoigner devant mes classes de 4e au sein d'un projet, etc. Donc cette année, je mène encore ce projet avec des visites d'exposition, des dessins de presse. On accueillera Cartooning for Peace sur Tous Migrants, qui est une des expos qui circulent dans les collèges, dans les écoles, etc. Bref, je pense que là, il y a la base de cette déconstruction-là, de déconstruire les fantasmes sur les migrants, les clichés historiques, géographiques et géopolitiques qu'on peut avoir sur ça. Ça passe par l'éducation des très jeunes. Voilà. Alors c'est une évidence, mais voilà, moi j'essaye de le faire avec des projets. Donc j'appelle des personnes si elles sont intéressées. Je veux bien prendre des numéros de téléphone pour savoir si des personnes pourraient venir, etc. Témoigner directement avec des échanges avec les élèves autour de ça. Parce que voilà, la meilleure manière, encore une fois, de lutter contre les contrastes, enfin dans les fantasmes, pardon, c'est de les déconstruire par l'éducation. Merci. Et c'est le premier encart qu'on donne sur Odile, je crois. Moi je vends une mobilette sinon. Arthur, vous vouliez réagir ? Ouais, non, tout à l'heure, tu parlais de France-Afrique, en fait, et je pense qu'il est vraiment temps que tous les Français, en fait, assument un petit peu ce qui s'est passé depuis des années. Et pourquoi, justement, tous ces pays n'ont toujours pas de route, n'ont toujours pas de robinet, enfin, avec de l'eau qui coule. C'est justement parce que, bien souvent, leur argent, on leur a pris il y a quelques années. Et du coup, je pense qu'il est vraiment temps d'assumer. Comme à une autre époque, en fait, les Français ont aussi assumé, en fait, toute la vague de Polonais. Moi, ma grand-mère est polonaise. Et en fait, elle fuyait quelque chose. Et en fait, ma grand-mère, elle était bien contente qu'on l'aide quand on arrive, qu'elle soit française ou non. Et en fait, je pense qu'on a tous des petites origines un peu partout. Je pense qu'il y a vraiment, il y a plus grand français de souche. Il y en a plus beaucoup, quoi, finalement. Et il y a tellement de mixité qui est tellement génial et que, à un moment, ouais, faut l'assumer comme nos ancêtres l'ont assumé aussi, quoi. C'est juste par rapport à ce que tu disais. J'avais juste envie de rajouter ça, que, en fait, on est tous un petit peu des immigrés. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Tu peux passer sur le ouais, poser la question. Vous pouvez encore prendre la parole, messieurs, dames. C'est ouvert. Non. Tu veux dire quelque chose, toi ? Non ? Moi, j'ai remarqué un truc. Les gens, t'as vu, regarde, ils ont fait exprès de s'installer là où il n'y a pas de caméra. Ouais, en fait, ils sont tous sortis du cadre. On pourrait faire croire aux gens sur Internet qu'on était tout seuls. Il y a plein de monde à nos débats et tout ça, rien qu'en se resserrant dans le cadre. Mais là, vous êtes tous mis en dehors. Et du coup, mais ça fait peur. Nous, les gens sur Internet, ils vont croire qu'en fait, on n'a pas de public alors que vous êtes des centaines. Allez. On accueille Amélie Gulam-Nabi, adjointe déléguée à la jeunesse à la mairie de Monceau. C'est ça, hein, je ne me trompe pas dans le titre ? Oui, c'est juste délégué. Délégué, bon, je sais pas. Moi, tu sais, les formalités, c'est pas mon truc. Non, mais je vous laisse discuter un petit peu toutes les deux alors. Bonjour. Alors, on nous a dit tout à l'heure que tu avais plein de choses à dire. Oui, bon. Est-ce que je te lance sur un sujet ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie d'émettre tout de suite parce que tu as une réaction à proposer ? Oui, je pense quand même que déjà je suis assez contente en fait. J'avais un peu peur qu'il y ait que des avis, les mêmes avis ce soir, parce que c'est vrai que lorsqu'il s'agit de mobiliser pour défendre l'accueil des réfugiés, voilà, vous êtes là. On a vraiment les associations, on a des gens qui sont touchés par cette question, mais les détracteurs justement, on les entend beaucoup. On les entend beaucoup aux médias nationaux, on les entend beaucoup sur Internet. Mais dès qu'on propose un débat en face à face ou dans la réalité, on voit plus personne. Étrangement, on voit plus personne. Et du coup, je suis contente quand même, et je trouve ça courageux quand même que vous ayez, vous avez eu le courage quand même d'amener une opinion différente, même si je pense pas que vous soyez foncièrement une mauvaise personne qui refuse d'accueillir les gens. Je voulais quand même dire que ce genre de discours qu'on entend, pourquoi pas nos SDF avant les réfugiés, etc. Ce sont des discours qui ne sortent pas de rien. Ce sont des discours qui sont construits, qui ont été pensés par l'extrême droite depuis 30 ans. Et il faut savoir que ce type de mots comme grand remplacement, islamisation ou même le mot migrant qui a aucune signification particulière et qui dépolitise complètement la réalité en fait de la vie de ces personnes.
ils viennent de l'extrême droite. Et je pense qu'il est important du coup de les combattre et d'utiliser à la fois les mots qu'il faut, mais aussi essayer de pas, nous à la fois en tant que médias, en tant que politique, de ne pas les utiliser. Je pense qu'il faut pas parler de migrants, il faut jamais parler de grand remplacement, il faut éviter de parler justement de dire, d'opposer les combats, c'est-à-dire que les personnes qui s'occupent de l'accueil des réfugiés aujourd'hui s'occuperont autant, peut-être dans une vie antérieure ou plus tard, de l'accueil des personnes en situation de misère que sont les sans-abri. Souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes personnes qui ont plusieurs combats. Et étrangement, les personnes qui crient à l'accueil des sans-abri plutôt qu'aux réfugiés, on les voit pas. On les voit pas non plus défendre les sans-abri. Donc c'est pour moi, juste utiliser ça comme slogan politique, comme excuse juste pour ne pas accueillir, c'est juste moche. Et je suis désolée que ça touche les Français et que les gens utilisent ces arguments-là derrière, mais je pense qu'il faut dire que ce sont des discours de l'extrême droite et qu'il est important pour nous de le dénoncer. On a une entreprise, pour moi, depuis quelques années, et particulièrement sur les dernières vagues migratoires, c'est-à-dire des vagues migratoires qui viennent de pays musulmans ou qui viennent de pays où les personnes ne sont pas blanches. On a pas seulement de la xénophobie et une peur de l'étranger qui s'est retrouvée tout au long des siècles du XXe siècle, mais on a aussi du racisme. Et on a une entreprise organisée et politique des partis d'extrême droite pour essayer de nous monter les uns contre les autres, alors qu'on est quelque part tous victimes d'une même économie mondialisée et tournée vers le conflit sur les matières premières, etc. On a des gens à Montceau-les-Mines qui viennent, vous me dites si je me trompe les associations, mais qui viennent principalement de pays comme l'Érythrée, comme la Syrie évidemment et l'Afghanistan, mais aussi comme le Soudan, comme le Mali. Et là, on se rend compte qu'on a, comme l'a dit Arthur juste avant, on a des pays qui sont instables politiquement, mais qui sont instables politiquement pour des raisons qui nous sont liées directement. Et il est aujourd'hui, c'était pas nous, on peut toujours dire, c'était pas nous, on n'y était pas, on n'était pas nés, moi j'ai jamais colonisé personne. Bon, on est responsable en tant qu'entité collective, c'est-à-dire en tant qu'État, en tant que population de cet État, on est responsable de réparer, d'accueillir, de réparer autant qu'on peut le faire. Si on peut pas le faire, bien sûr, on n'a pas tous les moyens de s'engager dans des associations parce qu'on travaille, etc. Mais autant qu'on peut le faire, je pense, rien que par la pensée, il faut qu'on essaye de combattre ce qu'on essaye de nous mettre dans la tête, c'est-à-dire que on est différent et que on peut pas supporter parce qu'on serait culturellement trop différent, etc. Je pense que l'État français est capable socialement, alors aujourd'hui je ne sais pas s'il en est là, mais il est capable d'aider et d'accueillir tout le monde, que ce soit les sans-abri avec une carte d'identité ou les autres, et c'est vraiment dommage et c'est même triste d'arriver à nous engueuler là-dessus, quoi, alors que c'est la même misère et qu'il faut absolument qu'on aide tout le monde. Enfin, c'est pas parce qu'on aide l'un qu'on n'aidera pas l'autre, quoi. C'est ça qui est incroyable, quoi. Je crois que tu as fait des études en sciences politiques et en sociologie. En sciences politiques. Ouais. J'ai un master de politique transnationale. Est-ce que c'est super intéressant ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que tu expliques la figure du bouc émissaire aujourd'hui par c'est ce que nous disait tout à l'heure la dame. Il y a une difficulté économique. Il y a des difficultés, des réalités primaires en fait qui sont en balance. Ce qui fait que les gens ont peut-être tendance aussi à se concentrer sur leur personne, sur leur famille, et qui se sentent agressés ou menacés par une diffusion d'informations qui est peut-être erronée. Pourquoi il y a ce besoin aujourd'hui en France, alors qu'on expliquait, c'est Nicolas qui nous expliquait ça tout à l'heure. Pourquoi on a besoin en France alors qu'on vit dans des conditions plutôt privilégiés au regard du reste de certains pays? Pourquoi on a cette peur profonde au-delà? Alors tu nous expliquais, il y a l'instrumentalisation politique, mais pourquoi c'est le migrant en fait qui incarne cette position-là? Pourquoi c'est sur lui en fait qu'on décharge cette peur? Parce qu'il est l'autre, parce que en temps justement ce que peuvent dire les sciences sociales là-dessus, c'est qu'en temps de crise de l'État, à la fois de l'État social et puis de crise économique évidemment qu'on a connu, que les actifs ont connu depuis tant d'années, c'est qu'on a une tendance au repli sur ce qui nous est familier, au repli sur ce qui nous semble être nous, et la construction d'un nous
se fait forcément face à un eux. Les autres, et du coup cet autre là aujourd'hui il se retrouve dans la figure du réfugié, de l'immigré. C'est pas nouveau en France, hein, je veux dire, c'est pas nouveau les ratonnades anti-migrants, etc. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On a même à l'époque où ils étaient pas colorés, il y avait déjà des insultes contre les Polonais et les Italiens. Il faut pas faire croire à tout le monde que l'immigration italienne et polonaise s'est super bien passée. Ah bah oui, regardez, ils étaient catholiques, eux, ça s'est bien passé. Ça s'est pas forcément bien passé. Moi, ma mère me raconte qu'elle avait des insultes, on la traitait de polaque à l'école. Donc ça s'est pas bien passé. Je pense qu'il y a une tradition française à la fois de l'accueil, mais il y a aussi un ancrage profondément xénophobe et raciste dans notre société aujourd'hui, qu'il est difficile de combattre. Et en temps de crise, forcément, il y a un repli, mais ce qui est normal. On a peur pour son emploi, on a peur pour ses enfants. Mais je crois pas que la réponse est facile pour les politiques. C'est facile de se tourner vers celui à la fois qui n'est pas arrivé et qui va arriver. On fait peur, quoi. Je sais même pas exactement comment le dire. C'est l'autre qui fait peur, c'est l'autre qu'on ne voit pas, mais qui n'est même pas encore là, mais qui fait peur. Et ça sert quand même cette peur primaire, ça sert à justifier que des gens se noient tous les jours dans la mer, quoi. Et je pense que c'est notre devoir, même en tant que Français, de par notre histoire, de résister à ces imaginaires et de résister à ce discours qui n'est pas qu'un discours, puisque dans les faits, ces partis-là gagnent des voix, ils gagnent des sièges. C'est pas qu'un discours, évidemment. Je pense que la figure du bouc émissaire, elle a toujours été sur celui qui ressemblait le moins aux autres. Aujourd'hui, elle se retrouve forcément dans des individus qui parlent pas notre langue, qui arrivent, parfois. Je prends un exemple, mais la France a décidé d'augmenter les expulsions d'Afghans. Du coup, de réduire les quotas d'Afghans, etc. Et je regardais un petit peu les commentaires sur Internet, ils disaient bah oui, mais en même temps, quand on les accueille, ils agressent des gens dans la rue. En référence à ce qui s'est passé à Villeurbanne l'autre jour. En fait, si vous voulez, quand vous êtes immigré, qu'importe votre statut, même si vous avez la nationalité, vous serez toujours un autre dans une société en fait qui ne vous accepte jamais complètement. Et c'est ça qui est fou, c'est que l'immigré de toute façon aura toujours plus à faire pour accéder aux standards de la société européenne. Et c'est ce que disait un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad. Il disait on a toujours tendance à analyser l'immigration comme l'immigration, c'est-à-dire la personne qui arrive là et qui prend de la place, on ne sait pas quoi en faire, il parle pas notre langue, et on oublie toujours que cette personne c'est aussi un émigré. C'est quelqu'un qui vient de quelque part. Et si on ne sait pas pourquoi il est parti et pourquoi il est là aujourd'hui, on n'arrivera jamais vraiment à comprendre comment il réagit aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie détresse psychologique chez énormément de réfugiés aujourd'hui. J'excuse pas du tout le geste de la personne qui a poignardé des gens à Villeurbanne, mais il faut savoir qu'il y a une instabilité psychologique chez énormément de réfugiés aujourd'hui qui n'est pas du tout traitée. Et forcément, du coup, on risque de se retrouver peut-être dans les années à venir avec d'autres situations comme celle-là, où on a des réfugiés qui sont dépressifs, qui pètent des câbles, quoi. Ils pètent des câbles, ils arrivent dans un pays, ils parlent pas la langue, il y a personne qui veut leur parler, on les traite comme franchement, on les traite comme des sous-merdes. C'est faux de dire qu'ils ont des sous, quoi. Quand on est débouté du droit d'asile, ça veut dire quand la France vous refuse le droit d'asile, vous avez zéro. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous, et c'est là où les associations comme RESF viennent et essayent de vous trouver du logement, etc. Et même quand vous êtes réfugié, vous devenez réfugié, vous avez le sésame, etc. Là, pareil, c'est zéro. Si vous ne faites pas les démarches pour avoir le RSA ou même des APL, etc., vous n'avez rien. Enfin, il faut quand même se remettre. Je pense que personne ne se rend compte de la situation dans laquelle vivent ces gens, quoi. Justement, moi, pour réagir à ça, parce que là, du coup, tu nous parles d'une situation très générale. Là, on est à Mont-Soleil-Mines. Si on veut essayer de ramener un peu le sujet à nous, tu dis c'est difficile. Il y a des choses qui sont fausses, qui sont dites, qui sont entendues, qui sont véhiculées. C'est quoi la solution, en fait, pour que les gens aient les informations dont ils ont besoin pour comprendre ce que tu disais, la situation de quelqu'un qui est parti d'un pays avant d'arriver dans celui-ci? Comment on fait, en fait, concrètement
Est-ce que c'est à échelle locale que ça se passe justement? Est-ce que c'est de la responsabilité des médias nationaux, ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on puisse accepter de se rencontrer, de discuter? Je sais pas. C'est quoi la solution? Est-ce que c'est dans le local qu'on peut essayer d'évacuer un peu ces représentations qui sont fausses? Je pense que la responsabilité est collective, c'est-à-dire autant nationale qu'au local. Je voudrais quand même souligner, pour moi, le pouvoir destructeur qu'ont eu les médias nationaux sur ces questions-là, sur le vocable utilisé, sur comment ils ont présenté les choses, comment les invités aussi qu'ils ont sur leur plateau. Quand je faisais mes études à Paris, on a œuvré avec des collègues étudiants pour essayer de réinclure les sciences sociales sur les plateaux télé. On a affaire à des pseudo-experts qui viennent nous parler de grand remplacement à la télé, comme si c'était un terme normal. Hein. Oui, allons-y, discutons du grand remplacement. C'est quand même un terme qui a été créé par Camus, qui est un théoricien d'extrême droite. C'est incroyable d'arriver à voir à la télé des gens discuter tranquillement d'un terme absolument abominable et en plus d'une réalité qui n'existe pas. Donc, d'une réalité du coup qui n'en est pas une. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois le rôle des médias nationaux. Évidemment, pour moi, il est central. Combien de temps passons-nous devant la télévision, à écouter les débats, à écouter les infos? Il est central, ça c'est sûr. À la fois dans leurs invités, dans comment ils traitent les questions, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce que c'est France Info que c'est neutre. Hein. La manière dont ils vont amener l'information, et rien que le petit bandeau en bas avec les mots qu'il y a dedans, c'est central et ça va forcément travailler sur nos imaginaires. Donc ça c'est sûr que c'est central. Et là, moi dans mon petit coin, je ne sais pas comment les faire changer. Mais je pense que oui, au local, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a le pouvoir, au moins au local, de se rencontrer. Ça, c'est sûr. C'est ce que vous avez fait ce soir, c'est qu'on a le pouvoir d'organiser des petits moments comme ça, où on arrive à se voir et on arrive un petit peu à poser les choses et à casser les fantasmes. Je pense qu'il faut continuer à faire des choses, ce que vous faites, à débattre. Je pense qu'il faut, comme l'a dit le monsieur, je pense qu'il faut inviter des personnalités, à la fois des témoignages en fait, des gens qui vont témoigner de leur situation, des experts de la question. Dommage qu'ils soient pas là ce soir, je regrette un petit peu. Je pense comme vous qu'on n'ait pas quand même des personnalités du Pont ou de la CIMAD, etc. Bon, bref, qui viennent expliquer leur métier. Et je pense qu'il faut que ces gens-là aillent dans les collèges, aillent dans les lycées, aillent rencontrer directement les élèves pour discuter. Mais je pense aussi, et ça je l'ai vu en Allemagne par exemple, ce qu'ils ont fait dans certaines villes moyennes comme la nôtre, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'ici on pourrait mettre en place des choses comme ça. Ils avaient mis en place une permanence de la mairie, avec des agents en fait municipaux, et en fait ces gens-là ils avaient une permanence plusieurs heures par semaine où les gens, les citoyens venaient dans la permanence pour essayer de comprendre un petit peu la situation. Justement, ils venaient demander j'ai croisé tout à l'heure, j'ai croisé 2 Érythréens avec des iPhones, comment ça se fait qu'ils aient des iPhones alors que nous on n'arrive même pas à s'en payer un, etc. Ce genre de questions. Et en fait des personnes formées en face étaient capables de leur répondre exactement combien ces personnes gagnaient par mois, comment ils avaient réussi à avoir leurs iPhones, etc. Et je pense que c'est pas si bête en fait. Quelque part, quand on est perdu et qu'on sait pas trop, qu'on est abreuvé de discours politiques de tous bords, je pense que c'est pas si bête d'avoir un endroit où on se retrouve et on pose les questions qui paraissent les plus bêtes, mais en fait qui sont centrales dans notre compréhension du monde social. Et je sais pas, c'est une idée, je pense, qui pourrait émerger ici, mais pas forcément la mairie. Ça pourrait être un local, la mairie, mais que les associations investissent sur des permanences, je sais pas, les samedis matins, parce qu'il y a du monde ici sur le marché, et on pourrait répondre aux questions directement sur l'accueil des migrants. Mais pas que, il y a d'autres sujets, je pense, qui pourraient être traités sur ce genre de permanence publique. Je pense qu'il faut qu'on réinvestisse l'espace public sur des questions qui sont politique, et arrêter en fait de dire ah non mais c'est trop politique, c'est trop tabou, on va pas en parler. Au contraire, si on n'en parle pas, tout ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas leur réponse, ils ont pas d'explication, et derrière ils vont aller voter Front National dans les urnes, quoi. Et après on est là tous, dis donc, comment ça se fait qu'ils votent Front National, on comprend rien là, les démocrates, Mais oui, parce qu'on n'explique rien aussi, parce qu'on n'explique rien et on arrive même plus à savoir comment se mobiliser, expliquer. Faut commencer tout petit. Faut commencer tout petit avec des caméras sur le parvis de la mairie, mais ça, faut le faire tout le temps. Bon, c'est un deuxième date pour Odile ce soir. Voilà. Ben, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui veulent réagir? Merci Amélie pour ton intervention. Je vais demander encore. Ah, il faut venir. Si tu parles pas dans le micro. Non, c'est super de faire des caméras devant la mairie et tout,
Mais moi, j'aimerais bien qu'on se fasse une soirée où il y ait justement des gens, des migrants, qui viennent m'expliquer leur parcours, qu'on discute, qu'on boive un coup et qu'il y ait des vrais moments de rencontre. Enfin, c'est super d'apprendre des choses au niveau national, mais à un moment, il y a des choses dogmatiques qui me dépassent. Moi, c'est du concret, quoi. Concrètement, dans mon travail, oui, on essaye de faire une mixité et d'avoir des gens qui sont migrants, ou enfin, qui viennent d'ailleurs et qui nous expliquent leur parcours, et on le comprend et on échange et on voit qu'on a plus de points communs que de différences. Donc voilà, parlons-en, mais faut le faire. Là, on n'est pas encore dans le faire. Allez. Ah, parce qu'en plus, c'est à nous de tout faire. Ah non, on n'a pas les moyens de boire un coup. C'est une question qu'on a posée, nous. On sait bien, il y a plusieurs personnes. Il y a Amélie qui veut de nouveau réagir, et puis Carole. C'est une question, pour répondre Thomas rapidement, c'est une question, nous, en préparant le débat, qu'on s'est posée. En fait, c'est très difficile d'obtenir des témoignages ou de pouvoir rencontrer les personnes concernées par le débat qui nous réunit ce soir. On est en train de parler d'eux, de leurs conditions de départ de leur pays, d'accueil. Mais en fait, il n'y a personne qui peut en témoigner. Alors, pourquoi ils n'en témoignent pas ? C'est une question peut-être intéressante. Savoir pourquoi on ne peut pas demander à quelqu'un de venir devant une caméra pour s'exprimer. Alors oui, c'est sûr, il y a les caméras ce soir et on pourrait le faire dans un local tous ensemble, boire un coup et se rencontrer concrètement. Après, je pense que c'est de nouveau pas le même débat non plus parce que nous, on a envie de d'essaimer ça à tout le monde. Mais c'est un 3e rendez-vous pour Odile ce soir. Je pense que tu peux mettre une petite annonce sur le site et proposer un apéro collaboratif, participatif la semaine prochaine, c'est ça ? Ouais. Amélie, tu voulais réagir rapidement ? C'est juste que je suis vraiment d'accord sur le fait que les témoignages, c'est central dans la compréhension de ce qui se passe ailleurs. Mais en attendant, c'est juste que les réfugiés, c'est pas des bêtes de foire. Il faut pas, parce que pour leur donner le droit d'accueil, on n'a pas à leur exiger en retour des récits et des preuves de leur souffrance. C'est pas un zoo, quoi. Enfin, et s'ils n'ont pas envie de venir parler, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on arrête de les aider. C'est surtout pas ça que j'ai dit. Hein. Oui. Non, mais c'est trouver les occasions, le contexte dans lequel effectivement on peut mieux comprendre et échanger. Oui, tout à fait. Et je suis sûr qu'il y en a qui seraient prêts à venir parler. Voilà, c'est la caméra, c'est intimidant, Ben il fait peur et tout. Mais concrètement, ce qu'on peut faire, c'est créer ces occasions-là. Tu parlais de l'apéro, moi je vous invite à l'atelier du coin le 24 octobre, il y a une super journée livre libre, on va travailler ensemble. Et je vous dis pas, mais dans les 20 salariés qui seront là, et il y a des gens qui auront des parcours comme ça. Et si vous voulez en parler, vous en parlez. Si vous voulez pas en parler, vous en parlez pas. Mais voilà, trouvons des occasions et arrêtons de focaliser. Donc voilà, c'est une bonne occasion de dire ça. T'es en train de nous reprocher ce qu'on fait ? Non, c'est pas sympa. Carole, tu voulais justement, réagir ? on s'équilibre bien puisque vous faites des trucs là-bas, nous, et nous on fait les des relais. trucs ici, on relève. Voilà. Carole ? Je t'invite à avancer jusqu'à la croix. Alors, 2 choses, c'était pour réagir à Thomas. Effectivement, ce soir, RESF, quand on était invité, on nous avait dit qu'on pouvait emmener des familles. En fait, c'est clair que déjà, comme tu dis, il faut créer un contexte. Elles ne peuvent pas venir dans ce contexte filmer, témoigner, etc. Et en plus, même nous qui les connaissons intimement, on va chez eux parce que voilà, on n'a pas de salle par contre de permanence pour l'instant, il n'y en a pas de disponible. Donc on va, nous, chez les familles tout seuls, les militants, et ils n'arrivent pas à nous raconter ce qui leur arrive. Et nous, on les découvre en lisant les entretiens OFPRA, CNDA. Et encore, certains n'ont même pas réussi à raconter leur parcours total, complet à l'OFPRA, tellement c'est dur pour eux. C'est des tortures, des viols, des familles assassinées. Raconter ça dans le détail pour être convaincant auprès du juge de l'OFPRA, c'est très difficile. Donc forcément, ici dans la rue, c'est pas possible. Dans une réunion autour d'un apéro, je pense que ça serait pas non plus vraiment possible. Et pour terminer, pour répondre à la dame, puisqu'on avait un peu envie de chiffres quand même, donc les vrais chiffres, tout à l'heure on parlait des familles qui ont 3 enfants qui ont 200 €. Donc les familles sans enfants ont 0 €, ça je peux vous l'assurer, on travaille avec eux, Madame Durand du Secours catholique peut le confirmer. Sans enfants, quand on est demandeur d'asile, où on était débouté, on a le droit à 0, donc c'est les restos du cœur, voilà. Et si on a des enfants mais qui ne sont pas nés en France, on n'aura pas les allocations familiales. Ça, c'est quelque chose qui est complètement faux. Les gens croient qu'en arrivant, s'ils ont des enfants, ils ont des allocs. Non seulement ils n'en ont pas, mais même en étant régularisés, certains n'en ont toujours pas si les enfants ne sont pas
nés en France. On a des familles régularisées qui travaillent, il y a des enfants, ils n'auront pas les allocations familiales. Ni le RSA aussi, il faut le savoir. Le RSA, on l'a pas non plus. Il faut au moins 5 ans de carte de séjour renouvelée. Donc nous, on n'en a pas de famille dans cette situation. Et pour les derniers chiffres, la France, on est très très mauvais en accueil. On n'est pas envahi du tout. On est vraiment dans les bas du classement au niveau proportion en accueil. On est loin d'être exemplaire dans l'accueil des réfugiés. Merci Carole. On vous invite à quelques dernières réactions, ou pas. Ou pas, apparemment. Ou pas. Merci. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était, comme Laetitia vous l'a dit, au début de notre prise d'antenne, c'était une première pour Odile. On a décidé de venir dans la rue, de créer du débat, d'inviter les gens. Et on fait des choses ensemble, Thomas, hein? C'est vrai, il nous critique et tout. Non, mais on essaye. On essaye de faire notre part, de venir justement vous rencontrer. On va continuer. On est encore 2 semaines sur le parvis de la mairie à Mont-Soleil-Mines. Mardi prochain, on parlera de santé, je crois, de l'offre de santé sur le bassin. Alors, un peu plus généralement de la situation en France, mais aussi dans les zones rurales et semi-rurales. Enfin voilà, on parlera un peu de ça. On parlera précarité, travail, plein de choses comme ça. Enfin, des sujets qui nous intéressent chez Odile et qui vous intéresseront, on l'espère. Merci de nous avoir suivis pour cette première. Laetitia, tu veux rajouter quelque chose ? Moi, je suis contente. On a eu 3 dates dans la soirée. C'est chouette. Non, sans plaisanter, c'était difficile ce soir. On a eu des désistements. C'était difficile aussi parce que c'était pas un sujet simple. Comme l'a dit tout à l'heure Amélie, prendre la parole sur des problématiques qui sont à la fois chargées d'émotions, chargées d'histoire, de difficultés à accéder à une information concrète. On l'a vu, là, les chiffres, il a fallu attendre la fin du débat pour avoir des choses concrètes. Donc on remercie les gens qui ont accepté de prendre la parole et puis on espère qu'avec une première comme ça, les gens ont compris ce à quoi on les invite. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. On peut être en désaccord et avoir le courage de ses opinions. C'est plus facile de le faire derrière un avatar Facebook. Nous, chez Odile, on croit que la meilleure manière d'arriver à construire des choses pour être mieux sur ce territoire-là, c'est de le faire ensemble et pourquoi pas dans la rue avec Odile. Voilà. Et je crois qu'on a encore une petite surprise pour terminer. Oui, dans la petite surprise, tout à l'heure, Marie-Claude nous a lu un texte et on va finir avec Isabelle, cette fois-ci aussi de la compagnie Golmus, qui est venue se présenter au début, avant qu'on commence l'émission, et qui nous a dit, voilà, j'ai envie de lire quelque chose. On a accepté, on va terminer avec ça. Merci à toutes et tous autour de nous, et à très bientôt sur Odile, avec À vrai dire. Au revoir. Si c'était ton fils, tu remplirais la mer de navires et de n'importe quel drapeau. Tu voudrais que tous ensemble, à des millions, ils fassent un pont pour le faire passer. Attentionné, tu ne le laisserais jamais seul. Tu ferais de l'ombre si c'était ton fils. Attentionné, tu ne le laisserais jamais seul. Tu ferais de l'ombre pour ne pas que brûlent ses yeux. Tu le couvrirais pour ne pas qu'il se mouille des éclaboussures d'eau salée. Si c'était ton fils, tu te jetterais à la mer, tu tuerais le pêcheur qui ne prête pas le bateau, crierais pour demander de l'aide aux portes des gouvernements qui se ferment pour revendiquer la vie. Si c'était ton fils aujourd'hui, tu serais en deuil, tu détesterais le monde, tu détesterais les ports pleins de ces vaisseaux immobiles. Tu détesterais ceux qui les gardent inaccessibles à cause de qui les cris ont toujours le goût de l'eau de mer. Si c'était ton fils, tu les appellerais lâches, inhumains, parce qu'ils le sont. Ils devraient t'arrêter, te garder, te bloquer. Tu voudrais leur casser la gueule, car nous sommes tous dans la même mer. Mais ne t'inquiète pas, dans ta maison tiède, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton fils. Tu peux dormir tranquille et surtout serein, ce n'est pas ton fils.
Ce n'est qu'un fils de l'humanité perdue, de l'humanité sale qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas ton fils. Ce n'est pas ton fils. Dors bien, bien sûr. Ce n'est pas le tien. C'est un poème de Sergio Gutila.